Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Non, moi franchement ça va pas. Ça ne va pas du tout. Là je suis tombée sur une vidéo sur le live de Aya Robert. La vidéo est horrible. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ça va pas. Franchement ça va pas. Je vais péter un câble tout de suite ici. Mais non, attends, même si l'ambassade doit te laisser pour que la police vienne te chercher, l'ambassade appelle la police, mais l'ambassade fait pas... En fait, il n'y a pas d'excuse même. C'est une compatriote, peu importe le problème. Ils peuvent la prendre, l'accompagner à la police, ils ne peuvent pas la livrer comme ça si c'est un délinquant. Ah, moi, je ne connais pas, moi, je ne peux pas me prononcer sur ça. Moi, écoute, moi, je descends, là, ton mot dit pardon. Non, mais en fait, il faut se prononcer. Ou bien moi. Attends, il n'y a pas mon combat, descends. Regarde, ton combat. Attends, c'est Cameroun? Tu parles du Cameroun, tu parles de quoi? Mais attends, moi en tant que intellectuel, et puis chacun, avant de se prononcer, c'est un problème. C'est moi aussi illettré. Aïe, la mère, j'ai pas dit ça. Intellectuel, va chercher quoi là? Non, je te pose la question. Ok, la mère, tu es venu, regarde, on t'a écouté comment tu as expliqué, et puis ce qui t'a choqué. Mais moi, personnellement, je ne connais pas, en fait, je ne peux pas seulement être d'accord avec toi par rapport à ton point. Moi aussi, j'ai quand même mon point de vue, donc je dois savoir c'est quoi le but. Voilà, en fait, mon but, c'est pas d'accuser quelqu'un. Je veux qu'on nous explique ce qui se passe, en fait. Parce que là, on ne sait rien. La dame écrit à l'aide. Donc, il faut qu'on nous explique. Quand même, c'est un être humain. Donc, c'est pour ça que je vais réveiller les influenceurs camerounais à creuser dans cette histoire pour comprendre pourquoi la femme est maltraitée comme ça. C'est ça mon but, hein. Parce qu'en temps normal, elle ne doit pas être rejetée comme ça, en fait. Vous prenez ces enfants comme ça. Robert, si ton problème, c'est que tu veux qu'on puisse porter notre voix pour que ce problème puisse éclater sur la toile, pour que ça puisse avoir de l'ampleur et que les gens vont s'intéresser. Oui, pourquoi puisse comprendre? Mais ok, donc ça veut que c'est un partenariat. Moi, je dois manger mon jet dedans. Quel partenariat? Il est hier, lui, là. Toi, tu es vilain, il est bête. Il est trop vilain. Non. Moi, pas ça. La beauté ne cherche pas dedans. Moi, pas ça. Attends, faut descendre, pardon. Moi, pardon, je te demande pardon. Non, il y a fouille. Fais une vidéo pour qu'on puisse nous expliquer ce qui se passe. Tu comprends ce que je dis? Parce que on a ce problème avec nos ambassades africaines, là. Ils se foutent de nous, en fait. Tu comprends ce que je te dis? Oui. Voilà. Pardon. Donc, descendez et interpellez. Moi, je t'envoie le lien sur Instagram. Maintenant, tant que j'ai un partenariat, là, faut aller enlever le maillot des Camerounais, là. Descends là-bas. Descends. Faut descendre, là. Oh, il est mal à la dent. Descends. La famille, j'ai très mal à la gencive où je suis assise là. Je suis venue me coucher. Je suis allée à la pharmacie des gars, j'ai pris un médicament là, ça passe même pas. Donc on m'envoie, on me tag sur le live. Bon, on m'envoie, on me dit, quelqu'un m'a appelé d'urgence. Aïe, il y a une femme qui a besoin de nous. Je dis, mais elle est quoi? On dit, elle est Camerounais. Il dit, mais pourquoi les Camerounais n'en parlent pas? J'ai pris le temps, je suis allée regarder. Je suis choquée. Taguez-moi tous les influenceurs camerounais. Je veux que vous me taguez tous les influenceurs, Pichouneto. Comment on appelle ça même? Biscuit, Michel, Bob Dylan. Tout ce que vous connaissez qui est influenceur camerounais, taguez-le sur ce live pour qu'on puisse leur mettre le problème, pour qu'ils puissent au moins faire du bruit sur la toile pour comprendre pourquoi cette femme est torturée comme ça. Je ne parle pas parce que je suis camerounaise, je suis ivoirienne. Je ne parle même pas parce qu'elle est camerounaise, je suis africaine et je suis mère. Et je ne suis pas ivoirienne pour le combat de la Côte d'Ivoire seulement. Je suis là pour tout le monde. Et l'histoire de cette femme me touche, sans connaître le pourquoi et le du comment. C'est un être humain. Je vous explique. Je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure. La femme explique qu'ils ont kidnappé ses 2 enfants, c'est-à-dire qu'ils ont placé ses enfants. Et qu'elle n'a pas accès à ses enfants. Et qu'une fois, elle est allée voir même sa fille avait des blessures partout sur elle. Ils ne veulent pas qu'elle parte voir où il y a l'école de sa fille. Elle vit dans une maison, elle paye 1300 €.
Ses enfants sont camerounais. Elle-même, elle est camerounaise. Ses enfants ne sont pas français. Mais pourquoi ils ont arraché ses enfants, elle ne sait pas. D'accord? Maintenant, le problème est que à chaque fois qu'elle réclame à avoir ses enfants ou savoir où l'école de sa fille se trouve pour qu'elle puisse aller voir ses enfants, la police la prend, on l'enferme. Et au final, ils veulent la faire passer pour une folle. Pour quelqu'un qui est folle et la mener dans l'hôpital psychiatrique ou bien comme on dit. Maintenant, elle, vu qu'elle est camerounaise et que ses enfants sont camerounais, elle s'est levée pour partir à l'ambassade du Cameroun. D'accord? Pour aller voir l'ambassade, pour que l'ambassade puisse l'aider. Parce qu'elle ne veut même plus rester en France, elle veut rentrer au Cameroun et ses enfants. Maintenant, ça fait 6 mois, elle court derrière l'ambassade. On la met ici, on la met ici. Il y a 2 jours de cela, ils l'ont appelée pour lui dire qu'elle est convoquée parce qu'elle a demandé à avoir... Elle a demandé elle a demandé à voir, comment on appelle ça même, où l'école de ses enfants sont. Donc, quand elle appelle pour réclamer où ses enfants sont, ils l'ont appelé pour la convoquer, pour lui dire, madame, vous êtes convoquée. Maintenant, elle demande, c'est pour quel motif? Vu que à chaque fois, ça fait 2 fois qu'elle a été en garde à vue, et la garde à vue s'est très mal passée. Ils l'ont torturée là-bas. Donc, elle a couru pour aller à son ambassade, qui est l'ambassade du Cameroun. Pour aller là-bas, pour que l'ambassade puisse parler au commissariat qui la torture là, de la laisser tranquille et que l'ambassade puisse l'aider à partir avec ses enfants au Cameroun parce qu'elle ne veut plus rester en France. Et elle est rentrée dans l'ambassade. L'ambassadeur l'a rassurée, non madame, ne vous inquiétez pas, on va appeler le commissariat et tout, ils vont te laisser rentrer chez vous. Dès qu'elle est sortie, la journaliste l'attendait dehors pour lui poser des questions. Qu'est-ce que l'ambassade... Elle dit qu'elle s'est sentie rassurée, que encore une fois, l'ambassade l'a rassurée. Pendant qu'elle est en train de parler pour dire merci à la journaliste nette, la police est venue. Ils lui ont même pas dit, madame, vous êtes arrêtée, ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans la voiture. Et c'est comme ça... la journaliste s'est énervée, elle est partie vers l'ambassade et ça s'est passé, ils l'ont pris devant son ambassade comme si c'était moins que rien. Donc la journaliste allait crier là-bas pour dire que l'ambassadeur va m'entendre. Vous êtes hypocrite, vous êtes méchant. C'est-à-dire qu'ils ont livré leurs compatriotes à la police française. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc moi je veux comprendre pourquoi d'abord ils ont pris ses enfants et pourquoi son ambassade qui est censé la protéger, la jette à la vindicte populaire. C'est ça là. J'ai déjà fait plusieurs fois des lives dessus, sur les histoires d'ambassade. En aucun cas tu vas voir ça en Afrique. En aucun cas tu vas voir un Français courir ou un Américain courir vers son ambassade. Et puis l'ambassade va rejeter comme ça son compatriote. À moins que ça soit un délinquant, ça soit un voleur, ça soit un dealer, un drogué. C'est-à-dire qu'un Français qui a commis des trucs graves, là, la police ivoirienne peut mettre la main sur lui ou bien camerounaise. Mais pour dire qu'un Français qui a besoin de l'aide de son ambassade et que son ambassade va le livrer comme ça, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Mais tous les jours, c'est nous. Nos ambassades ne nous sécurisent pas. Nos ambassades nous livrent. Nos ambassades, je ne sais même pas pourquoi ils sont dans les pays là qu'ils disent qu'ils nous représentent, que quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Vous vous rendez compte que dans ton propre ambassade, tu t'en vas là, tu fais un rang dehors. Pour rentrer même dans ton ambassade, c'est tout un problème. Pourtant, on dit que même si tu as fait, peu importe le problème que tu as eu dehors, que tu cours et que tu rentres dans ton ambassade est censée te protéger. C'est comme un enfant qui a fait des bêtises mais qui court pour rentrer dans sa maison. Sa maman ne va pas le jeter dehors. Elle va protéger son enfant d'abord et puis demander qu'est-ce que son enfant a fait. Si c'est pour demander pardon, elle va demander pardon. Ou même accompagner son enfant, si c'est la police qui vient chez son enfant, accompagner son enfant à la police. Une dame qui se lève, elle va à son ambassade et son ambassade la rassure. Non, madame, rentrez, on va appeler tata. Dès qu'elle sort, c'est devant son ambassade que la police vient l'arrêter. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont rassuré pour la mettre dehors et puis ils ont pris leur téléphone pour appeler même la police pour qu'ils viennent la chercher. Je suis choquée. Je suis choquée. Donc, j'appelle ici parce que
certes, je fais le combat de tout le monde. Mais si vous-même qui êtes Camerounais, que vous prenez bien ce combat à cœur pour comprendre pourquoi la dame est malmenée comme ça, nous autres, derrière, on va vous pousser dedans. Voilà, peut-être qu'il y a certains Camerounais qui n'ont pas vu. C'est pour ça que j'ai lancé le live pour appeler tous les influenceurs camerounais pour qu'ils puissent se pencher sur l'histoire de cette femme. Franchement, parce que j'ai eu très très mal. J'ai eu très très mal de voir comment... J'ai eu très mal du... Et puis le côté même qui m'a fait mal, c'est que... Attends, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Excusez, j'ai un peu mal à la dent. Je vais mettre la vidéo. Rassuré. On va regarder ensemble. Comme j'étais désespérée, ils m'ont rassuré. Ils ont pris la peine d'appeler ce commissariat. La famille. Qui m'a embêté, le reste va prendre son temps. Tapotez le live. Tapotez le live, partagez le live. Je vous ai dit de taguer tous les influenceurs camerounais que vous connaissez. Peut-être qu'ils ne sont pas informés. De coup de girofle, là, je fais comment? Pour ma dent, là, je fais comment? Marie, je fais comment? On dit de mettre dans l'eau pour bouillir, c'est ça? Hassan, t'as écrit. Qui est Hassan? Hassan? C'est qui Hassan? C'est qui Hassan? Oui, je vais faire ça tout à l'heure. On m'a dit ça. Ok. C'est Hassan Ayek. Ok. Oui, Aya. Ok. Clou de girofle, là, tu mets ça où ça te fait mal et tu appuies dessus. Je mets ça où? Je mets ça où? Où tu as mal là, la dent où tu as mal là. Et puis tu appuies à la deuxième dent dessus. Pour que ça fasse quoi? Ça va comme si ça va anesthésier. Mais ils m'ont donné, j'ai payé un produit tout à l'heure là, à base de coups de girofle pour anesthésie ou bien quoi là? Mais chez vous là-bas, là, on donne pas de médicaments sans ordonnance. Sinon, tu allais prendre Surgam ou bien Rodogil, ça va passer tout de suite. Ils m'ont donné ça là. Et Doliprane. Mais c'est bizarre, ma bouche est bizarre, ça fait un peu bizarre dans la bouche. Je vais te montrer mon grand frère. Ils m'ont donné ça. Oui, mais parce que ça là, c'est... Ça. Clou de girofle là, c'est ça ils prennent pour faire anesthésie. Bon, ça là, ils connaissent pas, mais c'est la même chose quoi, que clou de girofle. C'est coup de girofle qui est dessus. D'accord. Donc, il faut patienter un peu. Envoie-moi aussi la vidéo de la dame là. Je vais faire un panel dessus. Ok. Je vais faire un panel dessus. Pour pouvoir appeler aussi les gars qui sont en Europe là-bas. Je vais te montrer la vidéo, on va regarder ensemble, mais je t'envoie quand même aussi. D'accord. Je lis que la fille de la dame, elle est dans les commentaires. La fille de la dame. Elle s'appelle comment? Oui, on dit que la fille de la dame, faut la prendre. Comment elle s'appelle? Son nom c'est quoi? C'est ça que je suis en train de voir là. C'est ce que les gens écrivent. C'est sa mère. Je viens de la voir. Elle s'appelle Jenny. C'est vous, madame? Oui. Oui, bonsoir. Oui, c'est ma mère. Merci beaucoup. C'est vous qu'on a pris? Oui, c'est moi. Oui, c'est elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre histoire là même. Explique-nous, ma chérie. Oh, mon état même. Est-ce que mon état là même? Je vais voir comment je... Oh, quoi. Aya, je dis, le traumatisme de cette histoire est fort. Très, très fort. Mais explique, ma chérie, pour qu'on puisse comprendre. Notre histoire, depuis le placement, ce qui s'était passé, ou bien, ok. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, on vit en France avec notre mère. Tout va bien dans notre famille. Elle était elle était aide-soignante, maintenant elle est élève infirmière. On vit au Montmartre avec elle. Elle a pris un appartement de 3 chambres. On ne touche pas d'APL, pas de CAF, rien du tout. Ma mère travaille. Moi aussi, j'ai 26 ans, je travaillais. J'étais en alternance. Mon frère de 19 ans travaille. Bon, après, on a les 2 petits, celui de 14 ans et celle de 10 ans. Ce sont eux qui ont été placés.
Donc l'histoire commence comment? Depuis que mon frère de 14 ans est quitté quand il était au primaire et qu'il est venu au lycée, au collège, le principal de son collège et toute son administration le harcèle. Quand il y avait un problème de vol ou quoi que ce soit, vol de goûter, c'est toujours lui le petit noir. Il faut savoir que le Montmartre, là-bas, à Paris, là, du côté où nous sommes aux Abbesses, c'est un côté qui est traditionnel français. Donc là-bas, dans leurs écoles, tu ne vas pas trouver beaucoup de noirs. Ils étaient deux comme ça en passant dans sa classe. Donc chaque fois qu'ils allaient en colonie, mon frère revient en pleurs, il dit on a volé les couteaux, on dit c'est moi. Il rentre de l'école, il n'a plus son sac, il rentre, il est battu, on l'a fouetté, il revient avec les habits déchirés. Ma mère, elle a des photos, on a fini de les taper en groupe, les choses comme ça. Ma mère fait intervenir une avocate et elle dépose une plainte pour harcèlement. Elle va à l'éducation nationale, elle demande à ce qu'on change de collège à mon petit frère. L'éducation nationale nous donne un document comme quoi on doit aller donner au collège pour signer le transfert. Le collège ne signe pas. Ma mère se retrouve impuissante. L'année scolaire 2023-2024 nous a plongé dans une peur. On vivait dans un stress permanent parce que le principal en question nous avait dit qu'il va nous détruire en France. Il avait prononcé ça, que je vais vous détruire en France à cause de la plainte que ma mère avait déposée. Dans le premier événement, donc c'est le 6 décembre, le premier événement qu'il fait quand il entre dans ce processus de destruction. Le 6 décembre, nous sommes Attends, ma belle, attends, excuse-moi. Je vais demander à tout le monde de partager ce live. Voici des lives que vous devez partager pour sauver des vies, pour qu'ensemble, là, on se lève. Partagez-moi ce live-là. Il faut partager ce live. Cette maman, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait besoin de nous. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin que elle a besoin vraiment. J'ai lu ça dans ses yeux. Je suis mère. Je ne sais pas si c'est un pressentiment, je ne sais pas quoi. Je pouvais m'en foutre parce que j'ai dit c'est pas mon, elle vient pas de mon pays et tout. Mais si j'ai lancé un panel dessus, c'est parce que ça m'a touché profondément. Ne regardez pas le live sans partager. On ne sait pas qui peut décanter une situation pour cette maman. Partagez le live. Surtout, je vous ai dit, taguez tous les influenceurs camerounais. Ils doivent se lever autour de cette histoire. Pour que nous, on puisse aussi les accompagner dedans. Franchement. Donc, taguez tous les influenceurs camerounais que vous connaissez là. Taguez-les. Ou même, peu importe, même taguez toutes sortes d'influenceurs ici. Surtout les influenceurs camerounais. Parce que s'ils font du bruit au niveau de l'ambassade, pour bien tacler l'ambassadeur, il va se réveiller. Parce que c'est injuste ce que je viens de voir. C'est très, très injuste. Et ça là, il n'y a aucun Européen qui peut vivre ça en Afrique. Donc, partagez-moi ce live. Je ne demande rien que de les partages. Ma belle, tu es là? Vas-y, on t'écoute. Arrêtez d'appeler la jeune dame. Oh. Ma belle, donc le 6 décembre, ok, je suis là. Le 6 décembre, c'est le premier coup que ce principal nous fait. Le 6 décembre, ma mère, elle est au travail, je suis au travail. Ma mère me dit, je suis appelée rapidement au commissariat de la Goutte d'Or. Dans le commissariat qui pourchasse ma mère, là, a pourchassé en temps mon petit frère. Le 6 décembre, quelle année 2023, 6 décembre 2023. Ok. Voilà, ma mère m'appelle et me dit, je suis attendue dans ce commissariat. Donc, quand ma mère arrive donc au commissariat, j'espère que c'est vraiment le 6. J'ai la date. De toute façon, je vais retrouver le document. Entre le 6 et le 100 décembre, je crois que c'était ces deux dates-là. Donc, ma mère arrive donc au commissariat. On lui dit, madame, venez chercher votre fils. Elle prend son enfant, elle leur demande, mais mon fils fait quoi dans un commissariat? Il s'est passé quoi? Les policiers lui disent, signez ici parce que ça marque sa sortie et tout. Votre fils est attendu pour une composition pénale parce qu'il aurait volé un téléphone à l'école. Mon frère, pendant cette période-là, il avait un iPhone 13 entre ses mains. Et on dit que mon frère a volé un iPhone 8. Ma mère demande le nom du plaignant, mais c'est qui le plaignant en fait dans toute cette histoire? On ne nous donne pas le nom du plaignant. Ils ont déjà fini d'auditionner un enfant sans avocat. Et c'est la même chose qu'ils font à ma mère. En France, c'est interdit d'auditionner un mineur sans avocat. Comment auditionner un enfant sans avocat? On ne comprend pas. Et il est déjà invité à une composition pénale.
C'est dans ce sens que ma mère a dit, elle va saisir donc l'avocat pour voir ce qu'on peut faire avec l'avocat parce qu'on n'a pas de nom de plaignant qui a appelé la police. Quand on prend donc mon frère, on le sort du commissariat, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il a quel âge? Il a 14 ans. Il avait 13 ans. Il avait 13 ans et demi cette période-là. 13 ans et demi. Quand il a lu ça. Voilà. Donc, devant le commissariat, il se met à pleurer, il dit que maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sortais de l'école comme tout le monde. C'est comme ça que la police gare, on me prend, on me fout dans le véhicule. Ils font semblant de me palper. Après, ils disent, ah, voilà, voici, c'est le téléphone iPhone 8 ici, là, qu'on cherche. On montre un téléphone cassé. Il dit, mais j'ai jamais touché ce téléphone. Je ne sais pas à qui il appartient. Qui a appelé la police ou quoi que ce soit. Je n'ai pas touché ce téléphone. On avait demandé aussi à notre avocat de leur demander s'ils ne peuvent pas vérifier si les empreintes de mon frère figuraient dans ce téléphone, histoire de voir clair dans ce qui se passe. Parce que ça se trouve, c'est ce principal qui a mis ça, puisqu'on disait que le téléphone appartient à un enfant de cette école. Ça se trouve, c'est ce principal qui a mis ce téléphone dans le sac de l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, notre demande d'empreinte, elle restait lettre morte. Donc ça veut dire qu'on a accusé encore mon frère pour rien. Alors qu'on est dans un pays où on peut faire des investigations. Quelques jours après, ça c'est la date exacte, le 12 décembre. On cherche mon frère après la sortie des cours. On ne le trouve nulle part. Il est déjà 19h30. On prend le téléphone, puisque son téléphone, il ne passait pas. On prend le téléphone, on commence à appeler, rien du tout. Au moment où on alerte donc les forces de l'ordre qu'il y a un enfant qui est porté disparu, mon frère arrive en sueur, en pleurs à la maison. Richie, il y a quoi? Richie nous fait savoir que depuis 17h30, j'étais séquestrée dans le bureau du principal. Il m'a gardé dans son bureau. Il tremblait et tout. On lui dit, comment ça un principal te garde dans son bureau et tout? Il dit, le principal m'a gardé là parce qu'il disait qu'il va aller me laisser dans un endroit qui est bien. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Heureusement, ma mère avait écrit à ce principal par mail pour lui dire que de quel droit est-ce que vous vous prenez pour garder mon enfant à cette heure-là dans votre bureau, dans une école et tout. Et c'est comme ça que le principal en question lui dit, madame, on va discuter demain, venez me voir et tout pour un rendez-vous. Je ne sais pas ce que votre enfant vous a raconté. C'est comme ça que ma mère, elle va donc pour ce rendez-vous le lendemain. Quand ma mère arrive au rendez-vous, le principal en question dit à ma mère que j'avais gardé votre enfant parce que c'était pour pouvoir discuter avec lui et tout. C'était dans ma mission de sensibilisation, de je ne sais quoi qu'il a commencé à raconter. Après, il nie le fait que c'était une séquestration. Et mon frère n'a jamais pu placer un mot sur ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'il y a eu dans ce bureau à ces heures-là, là où il n'y a plus personne à l'école. Mon frère, il était déjà à bout de force, à bout de souffle, donc il tremblotait même. Donc, automatiquement, on a saisi l'avocat pour voir ce qu'on peut faire comme suite parce qu'on avait déjà peur. On est dans un pays étranger, on est qu'avec notre mère, on avait peur. On avait peur, surtout qu'il nous avait dit qu'il allait nous détruire. Donc, ma mère a trouvé que la solution ultime, c'était de prendre cet enfant, l'envoyer au Cameroun, le temps que cette affaire s'arrête. Sauf qu'on va se heurter à un problème. Les documents de séjour de mon frère devaient expirer pendant qu'il devait être au Cameroun. Donc, il fallait d'abord trouver un moyen d'arranger sa situation. Donc, on a dû faire son passeport camerounais, mais ça prend du temps. Les délais sont longs. Vous connaissez Paris. Donc, c'est ça qui fait en sorte que mon frère se retrouve encore au mois de mai, encore en France. Alors qu'il avait déjà une école pour l'accueillir. Il y avait déjà tout qui était mis en place au Cameroun pour éviter les problèmes. Nous, on n'a pas la force. Pendant ce temps, le harcèlement, il continuait donc la période de décembre jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, donc le 21 mai, le jour où on a pris les enfants, qu'est-ce qui se passe exactement? Le lundi 20 mai, ma mère et nous sommes à la maison. À 20h, chaque 20h, le téléphone de mon frère s'éteignait car ma mère avait un contrôle parental qui faisait ce que lui ne pouvait plus le rallumer. Comme c'était un iPhone, il ne pouvait plus le rallumer. Et c'est en ce moment que ma mère elle profitait souvent pour prendre le téléphone et vérifier les réseaux, les choses comme ça de mon petit frère et tout ça. Donc ma mère prend dans le téléphone en question. Pendant qu'elle est en train de vérifier ces échanges, il y a une notification Snapchat qui arrive. On dit, on vous a ajouté dans un groupe. Donc ma mère clique donc dans ce groupe Snapchat.
Le nom de ce groupe Snapchat s'appelle Argent Facile. C'est ça le nom, l'intitulé. On regarde, vous savez qu'on vient de vous ajouter, vous pouvez voir, quand c'est un ancien groupe, vous pouvez voir au niveau de Snapchat la date de création. Donc on se rend compte que c'est un groupe qui existe quand même depuis très longtemps. Il y avait plusieurs membres. Maintenant, c'est un enfant de son collège donc, qui menait la cadence dans ce groupe, qui dit, Richie, parce que mon frère s'appelle Richie, Richie, tu dois nous rejoindre le mercredi 22 mai 2024 pour aller séduire les vieux. Tu fais, comment dirais-je, ce qu'on appelle une pipe au Cameroun. Les vieux, ils vont donner de l'argent, des choses comme ça. Donc, ils étaient en train de faire une proposition à mon petit frère. Dans ce groupe, il y avait plusieurs membres. Quand ma mère elle voit ça, ma mère dit que c'est encore quoi ça? Elle est d'abord sidérée, elle dit c'est quoi cette histoire? Maintenant, donc, ma mère entend les voix. On dit non, c'est tel enfant qu'on connaît très bien. Et ce sont des enfants qui étaient parmi ceux qui harcelaient mon frère dans cette école. Et qui faisaient le bisoutage à mon frère. Parce qu'il y avait des messages qu'on avait attrapés pour démontrer ce harcèlement. Là où ces enfants-là disaient à mon frère que demain, tu dois aller nous voler des choses à Gilbert et Joseph. Gilbert et Joseph qui est vers, comment on appelle ça, au métro de Château... de Barbès, au métro Barbès, là, il y a Gilbert et Joseph. Donc, ces enfants poussaient même mon frère en disant, tu dois aller faire ceci, sinon, demain, tu ne feras pas ceci, demain, tu seras battu, demain, donc, ce sont des menaces comme ça qu'ils subissaient. Et ce sont les mêmes enfants qui l'ont donc introduit dans ce groupe-là. Et c'est ce soir-là qu'ils l'ont introduit, sauf que c'est tombé que c'était ma mère qui avait le téléphone. À force donc de lire ce que les enfants ils disaient qui était très choquant dans ce groupe, c'est comme ça que ma mère a fait donc un audio dans le groupe. Elle dit tel enfant, elle prononce bien le nom de cet enfant. Je vais taire son nom comme c'est un mineur. Demain, je viendrai voir avec le principal. Je vais déposer une plainte pour proxénétisme et tout ça. Et il faut voir avec vos parents parce qu'il faut que la plainte elle soit déposée. Donc c'était l'erreur fatale. Dès que ma mère elle a fini de faire cet audio, les profils sortaient du groupe en catastrophe. Le lendemain, donc, mardi 21 mai, il faut savoir que le lundi 20 mai, c'était férié en France. De toutes les façons, c'était même la nuit, donc on ne pouvait rien à l'immédiat. Le mardi 21 mai, ma mère elle se lève pendant qu'on réfléchit quel sera notre moyen d'action pour aller doucement, parce qu'on avait peur, ça fait peur ce genre de choses. On ne sait pas qui est dans ce groupe et ça peut peut-être nous porter préjudice quelque part. C'est comme ça donc que ma mère elle va d'abord pour son travail. On a déjà quand même prévenu des gens et tout ça pour chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut agir face à un problème pareil en France qui fait peur, dont les enfants vont à l'école. On conclut après notre prière matinale que c'est mon frère de 14 ans qui va prendre ma soeur de 10 ans à l'école. Son école n'est même pas loin de notre maison. L'école est juste là à la place de Clichy, l'école de ma petite soeur de 10 ans. Parce que ma mère devait finir un peu tard. Moi aussi, je devais finir 20 minutes après la sortie des cours de ma soeur. Donc, je pouvais avoir 20 minutes de retard. Donc, mon petit frère de 14 ans devait la récupérer. Donc, nous, on est là. Je suis au travail. Ma mère, elle est au travail et tout. On réfléchit ensemble et tout. Avocat et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout. Plainte, machin. Autour de 17h, ma mère m'appelle et me dit, est-ce que tu arrives à joindre ton petit frère de 14 ans? Je lui dis, non, je vais essayer. J'essaie. Il ne nous répond absolument pas. Autour de 17h30, je réessaye et tout. Il ne nous répond pas. C'est comme ça que ma mère appelle donc une maman malienne qu'on connaît, qui habite non loin de l'école. Elle dit à la maman malienne, quand tu vas prendre ta petite fille là, il faut aussi prendre ma fille Norélis. Comme ça, sa sœur Geneviève, dont moi l'aînée, je vais accuser juste 20 minutes de retard et je vais la prendre, je vais la ramener à la maison autour de 18h20. La maman malienne nous dit il n'y a pas de problème. Donc la maman malienne récupère dans l'enfant et nous on se dit que peut-être mon petit frère de 14 ans, son téléphone est juste éteint et tout, il va chercher à charger, alors que non. Quand j'arrive, donc je suis déjà à la place de Clichy, ma mère elle me dit, la maman malienne m'a appelé au téléphone, elle dit qu'elle est en train d'aller laisser ta soeur à l'école. Je dis, mais je suis déjà là. Elle est où la maman malienne et tout ça? La maman malienne en question, j'appelle, elle ne répond pas. Donc, elle étend le téléphone sciemment parce qu'elle dit à ma mère qu'il y a des gens qui l'ont menacée au téléphone, qu'il fallait qu'elle puisse prendre ma soeur et la ramener à l'école sous peine de poursuite judiciaire.
Donc, c'est comme ça que c'est la maman Malène qui allait donner ma sœur à des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maman n'a jamais tenu à témoigner à qui elle a donné ma sœur et pourquoi est-ce que elle n'a pas attendu alors que j'étais déjà là. Elle a éteint carrément son téléphone ce jour-là. Je me précipite dans l'école de ma sœur pour voir, peut-être je vais identifier quelqu'un, j'aurai peut-être un document ou quelque chose. C'est qui a donné l'ordre que la maman ramène l'enfant à l'école. L'école primaire Forest est déjà fermée. C'est déjà 1 heure de fermeture. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'enfant de quelqu'un jusqu'à aller redéposer l'enfant dans cette école? C'est dans ça donc que je vais donc devant cette école, je reste là. Mon frère de 19 ans aussi me rejoint. On reste là, on campe, on appelle la gardienne de cette école, elle ne nous répond pas. On appelle maman, ma mère, elle se dépêche aussi de son travail et tout ça. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc quand on se réunit, mon frère et moi, on dit, bah, nous on va aller à la police et tout. Mais avant, on revient au quartier pour chercher si mon frère de 14 ans n'a pas peut-être pris déjà ma soeur, mais que son téléphone ne passe pas. En marchant dans le quartier, là, c'est comme ça que le vendeur de cacahuètes en face de caramel, c'est comme ça que nous on appelle au Cameroun, en face de l'école de mon petit frère de 14 ans, nous dit, mais j'ai vu votre petit frère et tout ça là, il était en train d'aller en métro avec le principal du collège, quelques membres de son administration. Bon, notre métro, c'est le métro Abbesse, dans le 18e. Donc, pour aller jusqu'à la mairie, et là où il y a la ZE, c'est juste 2 stations, Jules Geoffrin. Donc, ils étaient en train de prendre la ligne 12 pour partir quelque part. Et que mon frère était apeuré, il était triste. Et c'est le principal qui l'amenait avec 2 membres de l'administration et une autre personne. Donc, il a essayé d'identifier un tout petit peu les gens. C'est là où je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. J'appelle ma mère, je dis à ma mère que voilà ce qu'on nous donne. Donc, on comprend que ça ne peut pas être mon petit frère de 14 ans qui a pris ma sœur. Donc, faut déjà savoir qu'à cette étape, aucun appel téléphonique à ma mère, on n'a jamais eu affaire au service de l'aide sociale à l'enfance, on n'a jamais eu aucune enquête sociale sur notre famille. Jamais, au grand jamais, on a eu accès à ces gens. Donc, à ce stade, on ne sait pas qui prend l'enfant et pourquoi. Et le principal qui entre encore en scène, ce monsieur-là. C'est donc comme ça, autour de... Ma mère, elle s'était dépêchée, autour de 21h, 22h, elle reçoit un appel téléphonique. On lui dit, c'est la grippe. Que madame, vous n'aurez pas vos enfants ce soir. Ma mère, elle dit, mais il y a quoi? Mes enfants sont où? On lui dit, vous n'aurez pas vos enfants. Ma mère se rapproche donc du commissariat qu'elle va déposer plainte parce que là, ça ne se passe pas comme ça en France qu'on prenne des enfants n'importe comment. Le commissariat dit à ma mère, madame, écoutez, c'est pas une disparition. Si la CRIP a appelé, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'on vous appelle ou qu'on vous envoie un document ou quelque chose. Le lendemain, donc, le mercredi 22, ma mère se rend elle-même au service de l'aide sociale à l'enfance de la rue Ordonnet dans le 18e pour s'acquérir de la situation. Heureusement, elle a la présence d'esprit, parce que vu que nous sommes déjà sur Internet, il faut être transparent, d'enregistrer ce qui va se passer, mais en silence. C'est interdit en France, mais par précaution, car on sentait déjà un flou dans ce qui se passe. Elle arrive donc à ce rendez-vous, elle demande, madame, où sont mes enfants? Vous avez pris mes enfants, il y a eu quoi? Il y a eu quoi dans tout ça là? C'est là où l'aide sociale à l'enfance vient avec un papier blanc, avec un stylo. On dit à ma mère, vous devez écrire ici que vous tapez souvent sur vos enfants et comme ça on va vous donner vos enfants. Ma mère elle dit jamais, j'ai jamais tapé sur mes enfants. J'ai jamais tapé sur aucun de mes enfants. Je ne peux pas signer les aveux. On dit si vous ne signez pas ces aveux, vous n'aurez pas vos enfants. Ma mère elle dit jamais, je ne peux pas, je ne signe pas des aveux. De l'autre côté, les mêmes femmes de l'ASE, ils ne nous donnent aucune information. On leur demande le document. Ma mère part à l'école de ma petite sœur après cet entretien pour dire à l'école, vous êtes responsable de ma fille. Ça veut dire, quand vous avez appelé pour qu'on ramène ma fille à l'école aux heures où il n'y avait plus aucun membre du corps administratif, juste une gardienne, ça veut dire que peut-être la gardienne a reçu un document du procureur où on a dit, il faut prendre les enfants. Et il y avait peut-être des motifs sur ce document. Donnez-moi donc le document. Jusqu'à aujourd'hui, ce document, on ne l'a jamais eu. Jamais eu. Et la gardienne n'a jamais souhaité répondre à nos questions sur ce qui s'est passé ce jour-là et qui était venu chercher les enfants. Le vendredi
Le vendredi 24 mai, c'est la première fois qu'on autorise ma mère à venir voir ses enfants. Quand ma mère arrive, donc, parce que mon frère ne nous répondait pas, hein, ils avaient pris son téléphone. Je vais revenir sur mon frère après. On avait pris son téléphone et tout. Et apparemment, le Camerounais qu'elle avait vu au foyer dit que mon frère avait sauté ce jour-là parce qu'il voulait s'échapper. On l'a encore attrapé. Donc, pour mon frère, c'était vraiment, comme il a 14 ans, c'était sous la contrainte. Il a failli sauter par la fenêtre pour partir et tout. On avait pris son téléphone et tout ça. Donc, littéralement, un enlèvement injustifié des enfants. On va donc à cette visite le 22 mai. Lors de la visite, on ramène les gens de notre entourage. On leur demande encore une énième fois à la ZE, donnez-nous un document s'il y a danger imminent. Ça veut dire que vous avez reçu une ordonnance du procureur qui dit tel enfant et tel enfant sont en danger, donc on doit venir les chercher. Donnez-nous le document, ça s'appelle une OPP, ordonnance de placement provisoire. Donnez-nous ce document, comme ça on va nous-mêmes aller voir avec l'avocat ce qu'on peut faire parce que l'avocat nous demandait cette OPP. Donc l'avocat nous demandait ce document pour qu'il puisse aller voir ce qu'on reproche à maman. Mais si on n'a pas ce document, en justice là-bas, il n'y a même pas nos noms. Puisque l'avocat ne peut pas aller intervenir comme ça, il va aller regarder, il y a quoi, l'avocat a quoi pour aller créer quelque chose en justice pour regarder, rien. Il n'y a pas de document, il n'y a pas l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire, on ne l'a pas. Donc l'avocat nous dit, attendez un peu, peut-être on va voir. Donc durant la visite, on fait la visite. L'anniversaire de ma soeur, c'était le lendemain, donc le samedi 25 mai. Mais on a tenu que comme c'est le 24 mai, on va quand même faire un petit anniversaire entre nous en famille. Dans cette visite médiatisée, l'anniversaire commence. Ma mère est en train de filmer. Elle est en train de faire un film, genre pour immortaliser le moment. Ça, c'est quand je suis rentrée à la maison que je me suis rendu compte de ça, hein, que ma soeur me faisait des signes pour pouvoir me montrer quelque chose, mais je n'avais pas capté. Ils se sont rassurés de mettre au moins un gros pull à ma soeur, de telle manière à ce que ils puissent camoufler ce que ma soeur avait au bras. Vers la fin de la visite, quand on est déjà au moment où ils sont en train de dire qu'il faut rentrer et tout, la visite est terminée, ma soeur en a eu marre. C'est comme ça que la petite, elle explose et dit, Geneviève, regarde ce qu'ils m'ont fait. Elle ouvre dans son pull et c'est comme ça qu'elle montre donc la grosse blessure que j'ai postée donc sur ma page et toute cette blessure-là. Elle nous dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. En même pas 3 jours de placement, un enfant a déjà une plaie de cette envergure au niveau de son bras. Une plaie extrêmement grave. C'est comme ça qu'elle nous montre donc. Dès qu'elle a prononcé les mots, Lazé est entrée en transe. C'est une morsure de chat, c'est une griffure de chat, autant pour moi. C'est une griffure de chat. On coupe la visite, on coupe la visite, on coupe la visite. Donc, il ne voulait même plus qu'il y ait de visite. Et c'était à partir de là que nos problèmes avec eux ont commencé. Parce que ma mère, elle disait déjà pourquoi on place mes 2 enfants. Un est dans un endroit qu'on connaît. Ma soeur, on ne sait même pas qui a ma soeur entre ses bras et tout ça. Parce que celui de 14 ans au moins, il nous a envoyé un message filmé là où il est. Mais celle de 10 ans, on ne sait pas. C'est comme ça qu'ils nous disent qu'elle est dans une association juive appelée Œuvre au secours des enfants. Cette association, Œuvre au secours des enfants. Et c'est donc un monsieur de cette structure-là qui accompagnait ma soeur donc le vendredi là. On va donc, quand on rentre donc de cette visite-là, avec ce que ma soeur vient de nous dire, on regarde un peu sur Internet, c'est quoi même cette structure-là, Œuvre au secours des enfants et tout. On voit que c'est même pas une structure d'hébergement, que c'est une association juive qui dit qu'il milite pour la cause des enfants juifs et tout. On regarde sur leur statut, on voit que c'est pour protéger les enfants juifs. On se demande, mais à quel moment est-ce qu'ils ont élargi jusqu'à ce qu'ils protègent déjà même d'autres enfants? On dit, mais bon, comme ce n'est donc pas une structure d'hébergement, ça veut dire que eux, à leur tour, ils ont forcément déjà donné ma soeur ailleurs. Donc, c'est exactement ça qui se passe dans le dossier de ma soeur. C'est exactement ça qui se passe dans le dossier de ma soeur. Dès qu'on comprend, donc, on commence à leur demander la documentation. Il faut savoir que jusqu'à l'audience, on n'a eu aucun document. On n'a jamais eu réellement vent de ce qu'on reprochait à ma mère. On a demandé à mon frère
Richie, qu'est-ce qui s'est passé à l'école le lendemain du jour où on avait découvert les messages dans ton téléphone? C'est là où mon frère, donc, nous avait fait un audio qu'il nous a envoyé et que j'enverrai donc à Aya parce que mon frère était sorti un jour du foyer autour de 23h. Il appelle ma mère à l'aide. Il dit à maman, sors s'il te plaît me retrouver. C'était pour nous remettre ce témoignage. Il nous a remis son témoignage. Depuis que ces enfants-là sont placés, on arrive à l'audience avec notre avocate. L'avocate demande à ces gens que, qu'est-ce que vous reprochez à cette maman? Ils disent que les enfants ont dénoncé des violences. Mon frère dit automatiquement, j'ai jamais dénoncé aucune violence. Lazo commence à dire que non, celui de 14 ans là, il est fou, il faut l'interner en psychiatrie et tout ça. Parce que mon frère leur tient tête depuis le début. Donc, ils ont essayé maintenant de faire passer mon frère pour quelqu'un de fou. L'avocate, au niveau de l'avocate, on nous avait dit qu'on pouvait choisir l'avocat pour les enfants. Subitement, il ne nous laisse même pas le temps de pouvoir trouver une avocate pour défendre les enfants. Dès le jour où ils nous envoient le document, avant l'audience, 2 jours après, ils nous disent qu'eux, ils ont déjà désigné telle personne. Comment en si peu de temps, nous, on reçoit le document aujourd'hui, laissez-nous mettre notre avocat pour bien défendre les enfants. Et c'est cet avocat donc qui va demander à la juge de faire interner mon frère, que mon frère ne va pas bien et tout ça. Ils nous disent que c'est le barreau qui avait donné cet avocat pour les enfants. Finalement donc, la juge en question, en charge de notre dossier, le jour de cette audience, ils ne débattent plus des problèmes de violence parce qu'il n'y a pas de preuves. Les médecins n'ont pas vu les enfants, donc ils ne parlent même plus de la violence, rien du tout. Maintenant, c'est que les enfants sont des fous, donc il faut voir maintenant du côté médical et pour voir clair là-dedans, la juge dit qu'il faut que je garde les enfants jusqu'en décembre et j'ordonne qu'il y ait une mesure d'investigation judiciaire sur votre famille. On dit mais le placement, il devient illégal. Bon, bref, quand elle nous dit ça, on dit il n'y a pas de problème. On va faire appel de la décision. Le jour où on a donné donc les délibérés pour dire qu'on va garder les enfants, c'était le jeudi 20 juin. Ma mère se rend à l'école de mon petit frère parce que le principal, dès qu'il a fait ce coup, il a chassé mon frère de l'école. Mon frère n'était plus scolarisé. Donc ma mère part donc pour la première fois pour aller dire au principal que c'est comment, pourquoi est-ce que mon enfant est déscolarisé? On le voit traîner dans les quartiers ici. Donc il traînait toujours en bas de notre immeuble là, dans le quartier. Les gens du quartier nous appelaient que voilà votre fils qui traîne ici. Apportez le lait s'il vous plaît. Voilà votre enfant qui traîne ici au quartier. Donc c'est comme ça que maman décide donc comme tout parent d'aller dans cette école pour aller demander que comment vous avez déscolarisé mon enfant? Quand elle arrive donc, elle est devant et moi je suis derrière quand elle partait à l'école. Mon frère vient vers moi. Nous on partait dans son école et lui il vient vers moi en courant. Il me dit je ne vais pas le jour du délibéré. C'est le jour du délibéré donc je vais pouvoir enfin rentrer à la maison. C'est comme ça qu'il me demande que maman est où. Je lui dis maman vient d'aller dans ton école. Il rejoint donc maman, parce que j'annonce à mon frère que la juge ne t'a pas libéré. La juge dit que tu vas rester encore jusqu'au mois de décembre. Et ta mère va donc dans ton école là-bas pour aller savoir pourquoi est-ce que tu es déscolarisé. Donc c'est comme ça qu'il court donc derrière pour essayer d'aller voir maman et tout. Les portes de cette école, ceux qui connaissent le collège Yvonne Le Tac, et comme toutes les écoles en France, ça ne s'ouvre pas souvent avec la poignée. Donc, il faut qu'on vous ouvre à partir de l'intérieur pour que vous puissiez entrer dans les écoles. Il y a toujours des portes électriques. Donc, ils ont ouvert volontairement à ma mère. Et mon frère aussi, ils lui ont ouvert volontairement. Les deux entrent donc à l'école. Ma mère dit qu'elle veut rencontrer le principal et les gens de l'école pour savoir pourquoi son enfant est déscolarisé. C'est comme ça qu'ils commencent donc à dire que non, ne viens pas à l'école, tu es venu pour nous agresser et tout. Il ne savait pas que ma mère, elle était en train de filmer discrètement la scène. Donc, il voulait déjà se faire passer pour des victimes que ma mère est venue les agresser. Donc, pendant ce temps, ma mère, elle filmait donc la scène que je ne vous agresse pas.
Je suis juste venue pour discuter, pour savoir pourquoi vous déscolarisez mon enfant. Vous avez pris mon enfant, fait des faux signalements pour partir avec mon enfant parce que j'ai découvert que dans votre école, il y avait un groupe PEDO. Parce que le groupe PEDO, là, ce sont les enfants de cette école qui détiennent ce groupe. Donc, forcément, il y a des gens de cette école qui sont dans ce groupe. Donc, c'est pour ça que vous voulez maintenant la peau de mon enfant. Et vous voulez déjà le passer pour un fou. Parce que c'est le principal qui commence à faire des rapports comme quoi mon frère est fou. Donc, pour l'éloigner rapidement comment je dirais pas pour l'éloigner, c'est-à-dire que pour que la partie où on a découvert des messages pédophiles, la partie où il restait le soir avec mon frère dans son école, pour que ces parties-là qui disent que mon frère est fou, donc on ne doit pas tenir compte de ses propos. Donc, ton but, en fait, c'était de faire passer mon frère pour quelqu'un qui n'a plus son discernement. Pendant que ma mère est en train de discuter avec eux, elle a son téléphone à main, que je ne suis pas venue vous agresser, on voit la CPEU qui va activer le plan Vigie Pirate devant ma mère en vidéo. Elle va activer ce plan, le plan qu'on active pour les terroristes. Elle va l'activer. Et ce truc-là, quand tu actives ça, ça sonne dans presque tous les commissariats de la zone Île-de-France. Les policiers ont commencé à arriver, des voitures et des voitures. Je vais t'envoyer des vidéos. Les voitures et les voitures des CRS, au moins 10 sous mes yeux, parce que moi, ils ne m'ont pas ouvert. Donc, moi, j'étais dehors, devant l'école, en train d'attendre ma mère. Je voyais des voitures et des voitures arriver. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eux tous, ils couraient à l'intérieur. Après un temps, j'entends comment ma mère crie. Ouais. Donc, c'était pour aller interpeller ma mère, ces voitures des CRS. Autant de dispositifs des CRS pour interpeller une seule femme qui n'est pas armée. Moi aussi, comme j'étais dehors en état de choc, quand j'ai entendu ma mère en train de crier, j'ai commencé à pleurer, comme tu vas voir dans la vidéo. C'est comme ça que les policiers me demandent, est-ce que c'est ta mère? Je dis, oui, c'est ma mère. Donc, c'est comme ça qu'ils me disent, tu peux venir avec nous au commissariat, comme ça tu auras donc le temps de voir ta mère, parce que ta mère, elle est en état de choc. Donc, ils me prennent dans une autre voiture, et ils prennent ma mère et mon frère dans une voiture, ils les amènent. Quand on arrive donc au commissariat de la Goutte d'Or, le commissariat où, rappelez-vous, mon frère avait été auditionné pour un fameux vol de téléphone de la part de ce principal. Et c'est le même commissariat dans lequel on amène donc ma mère. Quand on arrive dans ce commissariat, il décide de mettre ma mère en garde à vue parce que le principal a déposé plainte pour intrusion, que ma mère a cassé la porte pour entrer à l'école et tout ça là. C'est ça où je leur dis que mais il y a les caméras, moi j'ai aussi mon téléphone ici. Je filmais comment ma mère elle est entrée dans cette école et tout. Elle a cassé la porte comment? Il y a des caméras, regardez des caméras et tout. Il dit ce n'est pas toi qui fais l'enquête. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils viennent maintenant vers moi, ces policiers. Ce n'est plus que ils m'ont amené là pour venir consoler ma mère, comme vous allez les entendre dire dans la vidéo. C'est que ils m'interpellent. Donc ils m'interpellent dans le commissariat. Quand je suis déjà dans le commissariat, ils prennent mon téléphone et ils me disent que je suis interpellée sous ordre du procureur. Donc, je dois voir un OPJ. Je dis, comment ça, OPJ? Entre-temps, ils ont déjà placé ma mère en garde à vue. Hein. Je vais donc voir cet OPJ. L'OPJ me dit que tu étais devant l'école, tu as trop attiré l'attention sur les gens, dont on a décidé que demain, tu dois venir ici pour une audition et ton téléphone reste ici avec nous. Je dis, mais comment? Moi, je vous ai fait quoi? Ils disent, on s'en fout. Je dis, non, je veux mon téléphone, je ne suis pas interpellée. Ils disent, mais on t'a interpellé là dans le commissariat. Je dis, depuis quand? C'est comme ça qu'ils m'ont pris ce jour-là. Traîné pour me jeter dehors, ils sont restés avec mon téléphone. Et ils m'ont dit le lendemain, tu dois te présenter. Le 21 juin, je pense peut-être mes camarades sont peut-être ici, le 21 juin, on devait composer. L'année là, j'étais en master 1, l'année passée, j'étais en master 1, donc c'était en pleine période de composition. Automatiquement, je saisis donc un avocat, une avocate, celle, maître du Buya, qui nous a toujours défendu contre cette école. Donc, c'est elle que j'appelle, je lui dis, maître, voilà ce qui se passe avec maman, elle est en garde à vue. Et que moi aussi, on a pris mon téléphone. L'avocate a appelé là-bas que déjà, moi, je ne vais pas me pointer le lendemain parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait et qu'ils doivent me donner mon téléphone. Et deuxièmement, elle dit qu'elle est constituée pour venir défendre maman. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent à l'avocate que non, elle n'a pas besoin d'avocate parce que ma mère sera libérée dans quelques heures. Donc, le but, en fait, c'était de détourner l'avocate pour que l'avocate ne puisse pas aller défendre ma mère contre les fausses accusations de ce principal. Parce qu'il a ces gens dans ce commissariat, même si on me dit quoi. Donc, c'est comme ça donc on me demande d'aller prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone
Et quelques temps après, on m'appelle, on me dit, ta mère, elle est sortie de garde à vue. Elle avait fait quand même 48 heures. Quand ma mère sort de garde à vue, elle est brûlante de fièvre. Ma mère a des bleus. J'ai les photos. Et ma mère, directement, c'est urgence. Ma mère va aux urgences. On a appelé pour qu'on vienne la chercher. Elle avait des bleus partout. Donc, c'est là où ma mère, elle me dit, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un avocat? Je dis à maman que j'ai envoyé Maître Dubia, que tu connais. Ils ont dit qu'il y a déjà un autre avocat sur ton dossier. Ma mère me dit, non, ils m'ont fait signer des aveux. Ils m'ont dit de dire que j'ai mordu un policier. Lors de l'interpellation, j'étais obligée, sinon je n'allais pas sortir de là. Donc, c'est comme ça qu'on a pris donc un avocat. Donc, ils ont menti. Ce commissariat a menti. Encore une fois, ils auditionnent une personne en France sans la présence d'un avocat et ils recueillent les aveux et le fameux procureur envoie ma mère en composition pénale comme on avait fait à mon petit frère. C'est comme ça qu'on refuse donc. L'avocat camerounais qui est venu se saisir du dossier dit « Madame, vous avez trop de preuves, vous ne pouvez pas accepter ce que vous n'avez pas fait. » Ma mère, elle dit « J'ai pas mordu ce policier. » C'est sous le fait de l'action que peut-être, parce que je sais que je n'arrivais pas à respirer quand je criais et tout ça. Peut-être c'est là où mes dents sont parties quelque part, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça à ce policier. Donc l'avocat en question refuse dans la composition pénale en disant que ma mère n'a rien fait. Elle ne s'est pas introduite dans l'école qui vont sortir les caméras. Il y a les caméras partout en France. Ils doivent sortir ces caméras. Parce que ce principal, ce qu'il fait, est illégal. Donc cette procédure, ma mère, elle sera jugée le 13 décembre. Parce que le policier dit que ma mère l'a mordu pour l'intervention. Mais maintenant, le fait que inclusion et tout, on est venu l'interpeller comme une terroriste, là, ce dossier-là n'existe plus en justice, ça a disparu. Quand je dis disparu, ça veut dire qu'ils ne parlent plus de ça parce qu'ils savent que c'était faux. Ils étaient dans l'illégalité. Donc, l'avocat est en train de réveiller ça là parce qu'on doit réparer le préjudice qu'ils ont causé à ma mère avec cette fausse garde à vue de 48 heures. Il faut qu'il répare ça, ce préjudice. Parce qu'elle ne s'est pas introduite dans l'école, on lui avait ouvert la porte. Donc cette affaire sera l'affaire du policier est jugée le 13 décembre et l'affaire de l'inclusion là, l'avocat, autant pour moi, s'est saisi de ça et il va en faire des choses en justice par rapport à ça. Pendant qu'on croit donc que ce commissariat va lâcher ma mère, mon frère, quelques jours après qu'on ait lâché ma mère, m'appelle, c'est moi qui l'appelle un matin, il me dit, je suis devant le même commissariat encore, commissariat de la Goutte d'Or. C'est mon éducatrice au foyer qui m'a amené devant ce commissariat. Je dis, tu as fait quoi? Il me dit, ils disent qu'ils vont m'auditionner. Ah, et on dit que tu dois venir avec ma pièce d'identité. Je dis non, ils doivent m'écrire formellement pour me dire, viens avec la pièce d'identité avant que je ne vienne avec. Je prends le soin d'enregistrer cet appel parce que je dis à mon frère, passe-moi cette éducatrice. Car trop, c'est trop quand même. On ne va pas auditionner un enfant comme ça. Vous ne nous dites pas pour qu'on puisse au moins envoyer un avocat. Qu'est-ce qui se passe même avec vous? L'éducatrice dit de toutes les façons, l'enquêteur nous appelle déjà. Une heure plus tard, l'éducatrice ressort, on nous appelle, on nous dit votre frère est placé en garde à vue parce que le principal du collège a déposé une plainte contre lui pour dire que mon frère veut déjà le dja, que mon frère a promis de le dja et que c'est une capture d'écran qu'il a reçue de on ne sait qui le dit. On appelle encore, on dit au commissariat, on envoie un avocat sur place, ils disent que votre frère a déjà l'avocat, comme d'habitude, alors que non, il n'a pas d'avocat. Et c'est quand mon frère, il sort donc de cette garde à vue de presque 7 heures de temps. Quand il sort donc de la garde à vue, c'est comme ça que mon frère, le document qu'il nous envoie, on constate qu'on l'a encore auditionné sans avocat et qu'il est convoqué plus tard pour un avertissement pénal probatoire. Donc le plaignant, c'est qui? Toujours ce fameux principal. Et c'est toujours dans ce commissariat. Les procédures, c'est toujours sans la présence d'avocats. On veut envoyer des avocats, ils refusent les avocats. Donc ça, on est en train de vouloir envoyer un avocat pour aller savoir ce qui s'est passé et déposer plainte contre cet individu, car trop c'est trop. Après encore ce qui se passe avec mon frère là, le même commissariat encore, vient encore prendre maman parce que ce sont les deux là. Mon frère quitte le foyer, il dort dehors et tout. Comme il dort souvent dehors là parce qu'il a peur du foyer. Il vient à la maison autour de 1h, 2h du matin, brûlant de fièvre. Ma mère prend le téléphone et dit, voici mon fils ici qui est venu toquer. Je fais comment? C'est comme ça que la ZE lui dit,
Le foyer lui dit, vous pouvez le garder pour la nuit et le matin, vous nous le ramenez. Mais tellement mon frère était malade que ma mère prend donc l'initiative d'amener l'enfant aux urgences. C'est comme ça qu'elle appelle donc ces gens du foyer. Elle dit aux gens du foyer, écoutez, j'ai amené mon enfant aux urgences parce qu'il est très malade. Le foyer dit, vous n'avez pas le droit d'amener l'enfant aux urgences. Automatiquement, le commissariat en question, le même commissariat, un enquêteur de ce commissariat appelle ma mère que ramenez votre enfant ici tout de suite. Ma mère dit que l'enfant est à l'hôpital. Le médecin ne peut pas m'autoriser à enlever un mineur de 14 ans qui est à l'hôpital pour que je le sorte sans que les examens ne soient faits. Venez à l'hôpital tel et vous verrez que nous sommes effectivement là. Ils disent que de quel droit est-ce que vous avez amené cet enfant à l'hôpital? Ça aussi, c'est enregistré. Oui, on a pris le soin de récolter toutes ces preuves-là, car ces gens nous torturent psychologiquement. C'est là où l'enquêteur menace ma mère en disant à ma mère, l'enquêteur que ma mère mentionne dans les vidéos là, c'est lui, c'est le même enquêteur hein, dans tout ça là. On ne sait pas si c'est l'ami du principal. C'est comme ça que ma mère elle prend donc le soin d'enregistrer ce monsieur-là, que trop c'est trop. Le monsieur lui dit, si tu ne viens pas avec l'enfant ici, ma mère dit, je ne peux pas porter un enfant qui est aux urgences et sortir des urgences avec lui. Venez le chercher aux urgences. Vous allez dire au médecin, pourquoi vous refusez qu'on soigne un enfant? C'est là où ils envoient une équipe sur place pour nous menacer. Hein, ils envoient une équipe devant notre porte. Ils disent à ma mère, est-ce que vous venez avec l'enfant ou pas? Ma mère a dit, ce n'est pas moi qui décide, c'est le médecin qui doit décider. Ils disent, bon, on casse ta porte. Ils ont cassé notre porte ce jour-là. Ils ont cassé sciemment, comme ça, ils ont cassé. Ma mère a appelé l'avocat. L'avocat est allé sur place, là-bas au commissariat, pour leur dire où est le mandat pour casser une porte. Ils disent qu'on était en train de chercher un mineur. L'avocat leur dit, mais on vous a dit là où le mineur se trouve, il est aux urgences. Pourquoi vous n'allez pas aux urgences? Ils disent que non, elle n'avait pas le droit de l'amener aux urgences. Donc, c'est comme ça qu'ils font donc arrêter ma mère pour soustraction de son propre enfant par un parent n'ayant plus l'autorité parentale. Donc, ils disent qu'ils avaient déjà enlevé l'autorité parentale à ma mère, donc elle n'avait pas le droit d'avoir son enfant à ses côtés et de l'amener à l'hôpital. Donc, elle n'avait pas le droit. Ils foutent ma mère en garde à vue et le 15 août, ils foutent ma mère en garde à vue le 14 août. Et le 15 août, un jour férié en France. Je ne savais pas qu'en France, on pouvait dépêcher un juge un jour férié pour aller mettre ma mère, pour déférer ma mère. Donc, on a déféré ma mère un jour férié, le 15 août 2024 qui vient de passer là. Ma mère s'est retrouvée devant le juge d'application des peines et des libertés. Donc, c'était soit mandat de dépôt en prison parce qu'elle a soustrait l'enfant, soit contrôle judiciaire. Donc, ils ont mis ma mère sous contrôle judiciaire. Et sous ce contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils disent que ma mère est interdite de parler aux médias. Donc, ils interdisent. Ma soeur Jenny, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, tonton, merci. Le père, attends, elle va finir. Comme elle est déjà presque. Il y a une seconde. Il faut qu'on aille doucement. Jenny, est-ce qu'elle a un avocat, ta maman? Oui, mais laisse-la finir, grand frère. Elle va finir d'expliquer. Oui, comment poser la question. Non, il faut qu'on, s'il n'y a pas d'avocat, l'explication, on va faire du bruit, mais il faut qu'on commence par le départ. Quand elle va finir, maintenant, on va lui demander si elle est un avocat. Laisse-la finir, pardon. Parce qu'on peut comprendre l'histoire. Si tu la coupes. Oui, parce qu'après, c'est dans la procédure de cette. Voilà. Donc, il faut qu'elle nous explique jusqu'à la fin, jusqu'à ce que. Donc, vas-y. Là, c'est même presque fini parce qu'on va arriver dans ce qui se passe à l'ambassade. L'ambassade, c'est une autre procédure. Donc, après ça, là, donc, après cette... quand il place dans ma mère en contrôle judiciaire, il place ma mère en contrôle judiciaire, on lui dit, tu es interdite de parler dans les médias, tu ne dois pas t'exprimer sur toutes ces affaires et tout. Donc, ce sont les interdits qu'elle a. Donc, elle doit aller pointer. Tu dois aller pointer au commissariat tous les jours, une fois par semaine. Voilà. Fais attention. Donc, cette énième convocation... S'il te plaît. Un piège de quoi? Non, t'inquiète pas, je suis en train d'écouter. J'écoute, mais... Voilà, mais je te dis ça, voilà. Il faut penser à ta situation. Allô? Donc, ce qui fait en sorte que... Vas-y, parle, ma chérie. Quand elle a reçu dans la convocation, une énième convocation de ce commissariat, pour le jour où vous la voyez en vidéo,
Elle était malade. Donc, elle devait se présenter mardi à 9h30 au commissariat pour être auditionnée. Ils n'ont pas mis les motifs sur la plainte. Ma mère, elle est déjà épuisée, Aya. Donc, c'est comme ça que ma mère, elle s'est dit, comme je suis malade, je suis en arrêt maladie de 3 semaines, je vais leur écrire. L'association qui nous suit leur écrit en leur disant que ma mère, elle est très, très malade. Donc, ma mère, qu'il programme une autre date pour cette audition. Parce que ma mère est malade. Et qu'ils mettent les motifs et qu'ils disent, est-ce qu'il y a garde à vue à l'issue et tout. Comme ça, on prépare un avocat pour venir la défendre. On croyait qu'en envoyant le courrier pour demander une autre date, parce qu'avec tous les motifs qu'on a mis, comme elle est malade et tout, elle est en arrêt maladie, ils allaient laisser. Non, ils n'ont pas laissé. Le mardi à 9h30, quand ma mère ne s'est pas présentée, autour de 9h11, 9h40, 9h50, le commissariat commence à l'appeler. Et c'est le même enquêteur, hein, le même monsieur de l'autre procédure là, c'est toujours lui. Celui qu'elle mentionne là, qui commence à l'appeler au téléphone, il lui dit pourquoi tu n'étais pas pointé à la convocation. Maman dit mais on vous a écrit, on vous a envoyé. Il dit que peu importe, nous comme tu n'es pas venu, la magistrate dit qu'on vient te chercher. Donc c'est dans la peur là de on vient te chercher que ma mère quitte donc la maison là où elle était allée se réfugier et quitte de là en courant. Donc elle va donc à l'ambassade pour aller demander de l'aide que regardez mon état, je suis malade, je suis en arrêt maladie. J'ai déjà dit à ces gens que je ne fuis pas la convocation, mais juste l'histoire, juste le temps de me rétablir. Et c'est comme ça que eux maintenant, ils disent qu'ils viennent à m'interpeller. Donc, elle fait donc une première vidéo. Ce n'est même pas celle-ci, là où elle alerte. Et c'est comme ça qu'une petite, au nom de Mélissa, s'est dit volontaire pour aller là-bas à l'ambassade avec sa caméra pour aller filmer ma mère pour en savoir plus sur ce qui est en train de se passer. Pendant que ma mère, elle était dehors là, en train de pleurer, personne ne la calculait. C'est lorsqu'ils ont vu la petite Mélissa avec la caméra que cela a interpellé dans le consul. Et le consul a invité donc ma mère à aller dans son bureau. Ma mère, elle leur explique que je vous ai déjà saisi ici depuis des mois que on me persécute sur ce qui se passe avec mes enfants. Ce n'est même plus ça. Maintenant, c'est moi qu'on attaque personnellement. Le consul dit, bon, comme c'est un problème urgent, appelle l'enquêteur par ton téléphone à toi pour que tu puisses parler, pour que l'enquêteur et moi on puisse parler. On met dans le haut-parleur. Apparemment, le consul commence donc à parler donc avec l'enquêteur en question en lui disant si vous reprochez un truc à la mère et tout, machin, il faut vous agresser à moi. Maman dit qu'elle a juste entendu comment l'enquêteur a dit au consul, ne vous inquiétez pas, on va s'arranger. C'est comme ça qu'on raccroche. On dit à ma mère, t'inquiète pas. Le consul a déjà parlé, ils ne vont rien te faire. Tu peux rentrer à la maison. Et c'est là où vous voyez, donc ma mère, elle sort donc du consulat, toute confiante qu'on va lui redonner une autre date. Elle va pouvoir aller se reposer parce qu'elle est malade et tout. D'un coup, la police arrive. Et on l'arrête donc, comme vous voyez là. Elle commence à crier, on l'amène. Et là encore, vous n'avez même pas tout. Ma mère avait le pantalon baissé. La journaliste qui a filmé là, que vous voyez prendre la parole. Toutes les fesses de ma mère étaient en l'air. Et quand ils ont pris ma mère, comme vous l'avez vu, comme on l'a prise là, ils l'ont amenée au commissariat, le même commissariat. Et dans ce même commissariat là, elle n'a même pas fait 30 minutes là-bas. On l'a amenée à l'hôpital psychiatrique. On l'amène à l'hôpital psychiatrique. Là-bas, heureusement, toute la France n'est pas pourrie. Le médecin qui reçoit ma mère, la psychiatre qui reçoit ma mère là-bas dit que cette femme n'est pas folle. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Donc, c'est cette femme qui a sauvé ma mère parce qu'ils avaient déjà fait une énième fausse procédure pour dire que ma mère est déjà une malade mentale. Donc, c'est elle qui atteste donc que ma mère n'est pas folle. Et c'est comme ça qu'on ramène donc ma mère au commissariat. Et quand on ramène ma mère au commissariat, ils ont mis ma mère sans caleçon. Enregistrez bien ce que je dis. Sans caleçon, enlever même sa culotte dans ce commissariat. Et pendant ce temps, moi, je suis en train de dépêcher des avocats. Les avocats appellent là-bas au commissariat que elle est où la femme là parce que nous sommes ses avocats. Ils disent que non, elle a déjà un avocat commis d'office, donc vous ne pouvez pas venir. Alors que quand ma mère est sortie, ma mère a dit elle n'a pas eu d'avocat et elle a préféré garder le silence. Donc ma mère est entrée dans un silence, elle ne leur répondait pas. Elle ne répondait pas à leurs questions. Et c'est comme ça qu'au bout de 48 heures, comme elle n'a rien, elle n'a pas répondu, elle est sortie de là libre. Mais ils sont quand même restés avec son téléphone.
Ils sont restés avec son téléphone. Ils ne lui ont pas donné à manger. Ils ne lui ont pas donné à boire. Ma mère dit qu'on la bousculait dans les escaliers de ce commissariat. Donc, je veux vraiment aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en colère, parce que on n'a pas su protéger ma mère par rapport à ce qu'elle est allée demander à l'ambassade. Ils ne l'ont pas protégée. Mais je ne veux pas non plus entrer dans les problèmes avec des institutions et tout. Mais tout ce que ma mère demande aujourd'hui à tous les Africains qui nous regardent, le choc psychologique est fort. De vous mobiliser, on lui donne ses enfants, elle dégage de la France. Elle ne veut plus rester même une seule nuit encore. Si c'était ma mère toute seule, c'est qu'elle a déjà pris son vol, elle est partie. Mais comme ils ont ses enfants, qu'on lui donne ses enfants sont 100% camerounais, elle veut partir avec ses enfants. Qu'on lui donne seulement ses enfants, elle part avec ses enfants. Parce que si elle prend l'avion pour partir, les enfants là, la France ne va jamais rendre ses enfants. Donc c'est ça les cris que vous voyez aujourd'hui. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, le traumatisme qu'on vit depuis des mois. Merci beaucoup. Alors la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Hein. Je vous jure qu'au moment d'enregistrement de cette vidéo-là, j'avais mal, je ne pouvais pas. C'est comme... Je regrette même de ne pas lancer le live. Je préfère que vous voyez l'action. Il fait le geste, d'accord? Alors, vous voyez comment nous disons qu'on est en France, d'accord? Et puis, on peut, voilà, on est en sécurité et tout. Je vous dis que je suis victime de ce genre de situation-là. Malheureusement que l'histoire ne sont pas pareilles. D'accord? Je vous raconte un peu. Ou, est-ce que je vais raconter même? Je vais vous raconter mon histoire. C'est difficile, hein? C'est la première fois que je vais prendre la caméra pour parler de ça. J'ai fait la rencontre d'un Français. D'accord? Oui. Il y en a qui vont venir dire que, ouais, vous laissez vos frères africains pour pouvoir sortir avec vous laissez vos frères africains pour sortir avec un whitey et tout. Et j'ai déjà essayé. On essaye toujours avec nos frères africains avant de sortir avec un whitey. Parce qu'on dit que, bon, comme on a été brûlé de l'autre côté, là, on va essayer de l'autre côté. Pareil, pire. D'accord? Donc, je suis sortie avec ce policier-là. Quand je suis tombée enceinte, sa famille ne veut plus de moi. Non, tu ne veux plus, non. Comme j'avais un titre de séjour. Non, comme elle a un titre de séjour, elle veut sortir avec toi pour pouvoir avoir la nationalité. Comment ils sont bêtes? Il y a des Français villageois, des Français racistes. Je ne sais même pas pourquoi. Non, il faut lui dire d'enlever la grossesse et tout. Mais j'ai un appartement à mon nom que j'ai loué. J'ai un logement à mon nom. Je n'ai pas besoin d'un homme qui va décider si je vais garder grossesse ou pas. D'accord? Et quand je dis que je ne vais pas garder grossesse, imaginez ce qui va se passer. Et toutes les commissariats, tous ses collègues de la police m'ont appelé au téléphone pour me menacer. Tous ses collègues, sans exception. Si tu n'enlèves pas cette grossesse-là, on va monter un dossier sur toi, on va te ramener, on va te rapatrier chez toi. Et heureusement que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est bête. Oui, je suis allée à l'école, je connais mon droit. Donc, chaque personne, un de ses collègues, une de ses collègues qui m'appelle, je lui ai dit clairement que sachez que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes enregistré et je vais faire écouter ça par mon avocat. Et à chaque fois que je dis ça, et réellement qu'ils sont enregistrés, et que après je vais faire écouter ça à mon avocat, et quand j'ai dit ça, il raccroche directement. À chaque fois, l'un d'entre eux, lui-même, il sait que j'ai téléchargé une application sur mon téléphone. Quand vous vous retrouvez dans des genres de situations comme ça, télécharger enregistrement vocal, c'est une application qui se trouve sur Play Store. Télécharger ça pour enregistrer la voix, on ne sait jamais. D'accord? Quand je l'ai dit comme ça, net, ils ont raccroché le téléphone. Il y a une poste de la police juste en face de chez moi, ici, il y a 1 minute, hein, où je suis partie parce que l'histoire commence à devenir autre chose. Où un jour, il me dit, ok, je vais te parler, où je suis montée dans la voiture avec toi, il m'a donné un coup dans le ventre en pensant que quand il va donner le coup, là, peut-être je vais faire une fausse couche et tout. Et ce que Dieu a décidé là, l'être humain ne peut pas. Voilà. Et on est dans un pays que c'est la femme qui décide de garder son enfant ou d'enlever son enfant dans son ventre.
Donc, j'ai fait comme ça. Je dis, là, je ne suis pas en sécurité. Donc, j'ai décidé de couper la relation. D'accord? J'ai décidé de couper la relation. Je suis partie. Dès que j'ai descendu dans la voiture où on était, qui m'a donné le coup là, je suis partie à la police porter plainte. Il m'a suivi à la police. Et quand je dis je suis venue porter plainte, hein, il est parti dans le bureau, il a parlé à ses collègues. Et ils ont dit non, ils ne vont pas prendre ma plainte et tout. J'ai dit ok, vous ne voulez pas prendre ma plainte? Ce monsieur vient de me donner un coup et je suis enceinte de lui parce qu'il m'a forcé d'avorter et que je ne veux pas. Et ils veulent me donner un coup. Ils viennent de me donner un coup dans le ventre et vous trouvez ça normal que je ne porte pas une plainte? Ils ont dit non, madame, je suis désolée, nous vous prions de sortir de la police et tout. Ok? Au moment là, je suis sur l'adrénaline, donc je suis perdue en fait. Vous comprenez, quand quelque chose vous arrive pour la première fois, ou vous pensez que vous êtes, ou vous pensez que vous êtes à la police. Vous êtes en France, dans un pays où il y a la loi, il y a la sécurité, que vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité en fait. Vous n'êtes pas en sécurité. Je suis sortie de la police. Et c'est de là que je commence à avoir peur. J'ai pas dormi la nuit. Je me dis, bon, ok, on a fait quand même 2 ans et demi de relation. Il a mes doubles de clés, j'ai pas encore changé la clé et tout. Comment je vais faire si il rentre la nuit, il prend son arme, il vient, il me fait du mal avec ma fille? Parce que j'avais eu une fille avec un black avant d'être avec ce monsieur, d'accord? Donc, il y a tout qui me tournait dans la tête et tout. Le lendemain, je dis, il faut que j'aille porter plainte. Et je suis obligée de quitter mon quartier là, d'accord? D'aller dans un autre quartier qui est à 12 km, voilà. D'aller porter plainte là-bas. Et quand je suis partie porter plainte, quand je sais que c'est déjà difficile de porter plainte dans cette ville à laquelle je suis là, je suis partie porter plainte de l'autre côté là-bas, dans une autre ville, où j'ai donné... Bon, en fait, j'ai joué en fait la carte. C'est ma dernière carte. Donc, je dis, ok, je vais porter une plainte, mais je ne vais pas donner son fonction dès que je parle d'un monsieur, en fait. D'un monsieur, il y a beaucoup de messieurs qui s'appellent son prénom. Donc, qui a le même prénom que mon ex. Et tout. Donc, j'ai donné le truc là. Donc, je racontais l'histoire et après, ils ont demandé... la policière, elle m'a demandé son fonction et tout. Je dis, il est dans la police, mais je vous dis, où cette dame, tout à l'heure, elle dit que, mais c'est pas normal. Vous avez bien fait de venir porter plainte. Mais quand j'ai dit le fonction de ce monsieur, elle s'est énervée. Mais c'est trop tard. Elle a déjà, tout est déjà enregistré. Elle ne peut plus faire un retour en arrière. Mais tu sens qu'elle a les visages fermés, elle s'est énervée. Tu sens que, bon... Elle fait... Mais c'est trop tard. Donc, elle est obligée de continuer. Elle a fini. Elle m'a donné ma plainte. Et je suis partie. Et après, on nous a convoqués. Mais est-ce que c'est parti quelque part? Ce n'est pas parti quelque part. On m'a auditionné toute seule. Le jour de convocation, où je suis partie, normalement, quand on vous a convoqué, il y a toi et d'autres personnes, non? Normalement. On m'a convoqué, je suis partie là-bas, c'est moi seule qu'on a pris, et puis à la fin, c'est qu'on m'a envoyé que non, votre dossier a été classé parce que suite à des quoi, je ne sais pas. J'ai gardé ma grossesse, j'ai accouché. Oui. Mon bébé, il est là. Il a 4 ans. Aujourd'hui, il est en train de courir derrière moi pour pouvoir quoi? Reconnaître l'enfant. Il ne veut pas. Je ne veux pas. Mon enfant a porté le nom de mon père. Tranquille. On est en France. Est-ce que j'ai besoin de courir derrière un homme? On est en France. Je n'ai pas besoin de courir derrière un homme pour venir... Non. Je suis papa et maman. Eh les gars, enregistrez-les. On ne sait jamais. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, vous vous sentirez... je veux dire quoi. Franchement, quand je parle de cette histoire-là, c'est la première fois. Hein, donc, c'est... Excusez-moi que je me mets un peu... Voilà. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, enregistrez-les, gardez-les. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cet enregistrement-là. Et si un jour ça me cogne dans la tête, je le poursuis à la justice, il va voir comment ça va chauffer pour lui.
Voilà. Donc, franchement, si vous êtes dans ce genre de situation-là, prenez soin de vous, faites attention, enregistrez tout, filmez tout, gardez-les. Et moi, si j'étais à la place de ce maman, c'est mieux de quitter carrément la ville. D'accord? De quitter carrément la ville et... Je sais pas, mais peut-être je vais péter un câble. Je veux peut-être faire quelque chose que je vais regretter de toute ma vie. C'est ça. Il faut avoir une maîtrise en soi pour pouvoir vivre toute cette histoire que je viens d'entendre, en fait. Je vais m'arrêter là. D'accord? L'histoire est longue. Vous avez la chance d'écouter mon histoire aujourd'hui. Attention. Un jour, je mettrai ma caméra et je vais raconter du A à Z. D'accord? Donc, sur ce, prenez soin de vous. Faites attention à vous. D'accord? On a tous une histoire qui reste dans nos cœurs et qui nous blesse jusqu'à aujourd'hui. Allez, sur ce, prenez soin de vous et puis ciao.